Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine La Transparence. Une émission conçue par les studios Sven en vue de vous mettre au point par rapport à l'actualité essentiellement de la province du Sud Kivu et de la ville de Bukavu en particulier. Pour ce nouveau numéro, nous avons comme invité M. Godefroid Muhivwa. Bonjour M. Godefroid. Bonjour madame, c'est Godefroid Muhivwa. Monsieur Godefroid Muhivwa, excusez-moi, je n'ai pas massacré votre nom. Vous êtes le directeur du cabinet du ministre provincial de l'Intérieur ici dans la province du Sud Kivu. Exactement, oui. Et avec vous, nous allons parler naturellement de la situation d'insécurité dans la province du Sud Kivu. D'abord, tout le monde est sans ignorer que le 22 mai 2021, c'était un samedi, le 22 mai soir, tout le monde était surpris de voir le volcan Nyiragongo de Goma se mettre en éruption. Et selon les experts, cette fois, il n'y a pas eu de signes indicatifs pour demander à la population d'évacuer à temps. Eh bien, ce qui a conduit certains sinistrés du volcan Nyiragongo à se diriger vers la province du Sud Kivu, essentiellement dans la ville de Bukavu. Alors, monsieur le directeur du cabinet, nous allons aller tout droit à la première question. Quelles sont les dispositions que la province du Sud Kivu a prises pour sécuriser la population de la ville de Bukavu ainsi que les sinistrés de la ville de Goma? Merci beaucoup. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai est arrivée comme franchement par surprise. Personne ne pouvait s'attendre à ça, même si on dit qu'il y avait déjà des alertes qui avaient déjà été données. Mais ça a été une surprise. Au début, on a vu des images au niveau des réseaux sociaux. On a dit que c'était une station d'essence qui brûlait, mais en fin de compte, c'était Nyiragongo qui crachait la lave. La première information était d'ailleurs les Nyamulagira. C'est après. Oui, certaines personnes ont pensé à ça. Mais en fait de compte, c'était Nyiragongo. Les gens se sont précipités pour essayer de voir comment évacuer dans tous les sens. Et les gens se sont limités au niveau de Sake. Mais plus les tremblements continuaient parce qu'en fait, entre-temps, la lave s'est arrêtée un peu avant l'aéroport. Et une décision est sortie, un peu tardivement. On hésitait à demander aux gens de partir parce que les gens commençaient à être étouffés, à mourir par le gaz, le COD. Et on a décidé d'évacuer. Là, tout le monde était pris à court, mais y compris ici. Je me souviens, le ministre m'a dit, voyez ce qu'il faut faire, qu'on propose directement au FRDC, à la police, etc., au niveau de Minova, au niveau du port, pour voir comment filtrer les entrées. Et ça a été fait. On a informé tous les instances de sécurité au niveau de la province pour essayer de voir comment filtrer, parce que vous savez, vous êtes sans ignorer que les groupes armés au niveau de Massissi, au niveau du Nord, en tout cas du Nord Kivu, on craignait que ces gens ne puissent pas entrer avec armes. Et le banditisme la criminalité au niveau de Goma, vous savez qu'à Goma, on tue même la journée. Alors, nous étions très préoccupés. Nous avons mis, en tout cas, les batteries en marche et la barrière au niveau de l'entrée, l'entrée du site Kivu, à Minova, au niveau du Nord. Et cette entrée, on y a mis des policiers, des gens de sécurité pour essayer de filtrer les entrées. On a réussi à saisir quelques armes et quelques effets dangereux. Bon, c'est pas facile de savoir la personne qui entre, si elle est malfrat ou pas. C'est ça l'insuffisance, parce qu'on n'a pas des données de sécurité au niveau du Nord Kivu pour savoir celui qui entre, il peut ne pas avoir une arme, mais si c'est un malfrat, si elle est pris de justice, ou ça n'a pas été fait, mais tout de même, nous avons pu
fouillaient, ça traînait. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à certains déplacés, vous avez suivi des messages au niveau des médias, des plaintes, disaient voilà, tunateswa sana, banatunyanganya franga, banatunyanganya nini. Mais c'était fait justement dans le but de pouvoir filtrer les entrées dans les sites Kivu. À ce qui concerne les militaires, parce que les groupes armés ne peuvent pas venir par la route, nous avons mis en place un dispositif militaire pour essayer de contrôler les mouvements de ces groupes armés, notamment les Nyatura de l'autre côté du Nord Kivu, qui ne puissent pas venir renforcer d'autres Nyatura au niveau du sud Kivu, à Calais, et enflammer la région des hauts plateaux de Calais, parce qu'il y a cette affaire de Nyatura et Raya Mutomboki. Les Nyatura étant d'obédience Hutu, et les Raya Mutomboki d'obédience Tembo, ça risquait de créer de la flamme, mais heureusement, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas observé des mouvements suspects. C'est tellement parce qu'ils savaient qu'il y avait des déploiements, qui attendaient que s'il y a un mouvement suspect, qu'il puisse être contrôlé et maîtrisé. Voilà. Déploiement sécuritaire, vous avez dit que vous avez ravi quelques effets dangereux ainsi que des armes. Mais qu'en est-il de ces malfrats? Non, je vous ai dit très bien que les malfrats, c'est pas facile de savoir. Un malfrat qui voyage sans objet suspect, notamment armes, pistolets, munitions, c'est difficile de savoir qui entre, qui n'entre pas. Vous connaissez notre pays, les données ne sont pas là. Mais de qui avez-vous ravi ces armes-là et ces effets dangereux? Ça s'est trouvé auprès de qui? Ça devrait se trouver auprès des individus? Oui, auprès des individus dans les matelas, etc. Des personnes qui disaient je suis policier, d'autres qui disaient je suis agent de sécurité, etc. Bon, je ne saurais pas vous donner aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait du dossier jusque-là, mais je vous dis tout simplement qu'on a filtré, qu'on a arrêté certaines personnes détenteurs d'armes à feu parmi ceux qui voyageaient. Voilà, je peux me limiter par là. Et ils n'ont pas non plus été mis entre les mains de la justice. On peut quand même en savoir un peu plus, non? Ça, c'est un secret d'État, comme vous avez l'habitude de dire. C'est un secret d'instruction, parce que si vous dites que vous avez déjà arrêté tel et tel, la personne citée risque de s'évaporer dans la nature. Alors les secrets d'instruction ne sont pas mis au niveau du public pour que les personnes suspectées puissent nous échapper. Voilà. Mais c'était quand même combien de personnes? C'est 6 armes au total qu'on a arrêtées. 6 armes. C'est peut-être une moisson maigre, mais qui a démontré notre volonté de pouvoir nous occuper. Parce qu'une arme peut tuer 100 personnes. Hein. Une seule arme a tué en pleine de la Ruzizi à Sangé. 6 armes de quelle marque? AK-47. Ok. SMJ dans d'autres termes. AK-47. Voilà. Et c'était combien de personnes vous avez? Sur 6 personnes. 6 personnes avec 6 armes. Et ces effets dangereux, c'était quoi, par exemple? Les effets dangereux, c'est un peu vaste, on peut savoir? Effets dangereux des chargeurs, des machettes, de ceci, tout ça. Voilà. Je n'ai pas tous les répertoires, mais les effets dangereux, quand vous êtes en train de fouiller avec une machette, quand vous fouillez avec un poignard, des choses comme ça, ça peut être un poignard que vous utilisez pour un travail bien déterminé de la cuisine, mais nous estimons que c'est dangereux quand vous fouillez, il faut récupérer. Voilà. Mais au niveau des camps des sinistrés, quels sont les dispositifs sécuritaires que le ministère a placés? Parce que les sinistrés... Les sinistrés sont toujours gardés par la police, ce n'est pas l'armée. On met un déploiement de la police pour suivre qu'il n'y ait pas des bandits qui viennent déranger les sinistrés. Voilà. Mais comment se passe le contrôle au niveau du camp avant de recevoir un sinistré? Les dispositifs sécuritaires pour qu'il n'y ait pas des sinistrés qui entrent avec des effets dangereux. Comment vous avez procédé? La fouille qui s'est faite au niveau de l'entrée, au niveau de l'entrée de la province du Sud Kivu a été faite. Et les gens qui sont logés, on loge... notamment ceux qui ont été logés au niveau du site de Ndendere.
Ils sont maintenant délocalisés vers Kavumu. Délocalisés vers Kavumu. Oui. Si vous voyez les nombres, parce que ça, on peut dire que le contrôle a eu lieu, mais ceux qui entrent, vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'il va avoir son arme pour pouvoir les contrôler. Vous voyez, ces gens-là, d'abord, ce sont des sinistrés, des gens qui ont presque tout perdu. Il y a des gens qui Des sont vulnérables. Des vulnérables. Les soumettre encore à un exercice de contrôle. Cet exercice-là, ça a suscité beaucoup de traumatismes. Mais il y a toujours un travail de dessous. Hein, on appelle ça un travail non visible, pas en l'œil nu de la sécurité, qui sait vérifier qui entre et qui sort et informer la police à temps réel. Mais donc, ce travail s'est fait, mais jusque-là, on n'a pas encore des cas graves parmi les déplacés, que ce soit en Ndendere, que ce soit là où ils sont. Mais les nombres, vous voyez les nombres par rapport à ceux qui sont entrés. Le nombre, c'est combien de déplacés déjà dans ces camps des sinistrés? Ça se compte autour d'une 50aine de mille entrées. Mais parmi les camps de déplacés, c'est moins de 1000. Hein. Je n'ai pas de chiffres avec moi, mais c'est moins de 1000. Parce que les camps de Ndendere étaient faits pour 500 personnes. Vous ne pouviez pas y mettre plus. Au risque de voir avec cette proximité qui est éclosion de maladies, notamment nous sommes en période de Covid, etc., et d'autres maladies connexes. On n'a pas mis tout le monde. Beaucoup de gens sont dans les familles d'accueil. Je connais des familles qui ont 3, 4, 5 autres familles qui sont vraiment dépassées. Et c'est ça qui fait que, madame, beaucoup de gens prennent déjà la décision de rentrer avant même qu'ils soient autorisés. Au niveau de Minova, il y a eu des retours, en tout cas plus de 500 personnes qui rentraient vers Goma presque chaque jour. Ok, merci beaucoup, Monsieur Godefroy. Donc, si on vous comprend bien, vu l'afflux des déplacés qu'il y avait dans les camps des sinistrés, et comme ils avaient l'air des vulnérables, le ministère a décidé de ne pas les contrôler, c'est ça? N'a pas décidé de ne pas les contrôler. Il y a un contrôle, comment on appelle ça, un contrôle invisible. Vous ne saurez pas qu'on vous contrôle. Peut-être pas fouiller, parce qu'on les avait déjà fouillés à l'entrée. Commencer encore à les fouiller. Ça risque de les traumatiser. Ça traumatisait. Okay. Il y a toujours un suivi de la sécurité. Nous avons la NER, hein? Toute une équipe, il y a des gens qui suivent. En permanence. Et on sait, il y a des techniques pour suivre. On sait que celui qui rentre, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a une arme, jacket qu'on a, tout ça, ça c'est fait. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on fait pour suivre une personne. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission La Transparence. Pour ceux qui nous suivent en dehors du pays, il suffit de cliquer sur www.svenmediab.info et ici à Bukavu, vous pouvez cliquer sur 89.3 et suivre en direct la radio Sven. Nous continuons notre émission avec le directeur du cabinet du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, M. Godefroy. Alors, nous allons continuer avec les questions liées à la sécurité. Vous savez, ici à Bukavu, nous avons notamment les problèmes d'insécurité. C'est chaque jour qu'on tue, monsieur le directeur des cabinets. Qu'est-ce que vous faites par rapport à toutes ces tueries-là? Par exemple, ici à la radio Sven, nous avons une tranche qu'on appelle Malalamiko. Vous verrez que c'est essentiellement les sujets à caractère insécurité. Et c'est chaque jour la population qui ne sait pas à quel sens c'est voué. Quand vous suivez, comment vous vous sentez? Très mal, parce que chaque fois qu'il y a une vie qui est fauchée, tout humain doit être sensible. Si vous n'êtes pas sensible par une mort de quelqu'un, vous n'êtes pas humain, vous êtes un animal. Nous sommes des humains, nous sommes touchés. Et nous avons pris des dispositions sécuritaires, notamment notre arme. La première arme, ce sont les patrouilles qui se passent, les patrouilles mixtes entre la police et la PNC dans les quartiers chauds. Les quartiers les plus chauds, sur les quartiers périphériques de Bagira, c'est quartier Moussala, Kassali, au niveau de
de la commune de Kadoutou, c'est Nkafou, tous ces quartiers qui n'ont pas dont les rivières se terminent dans des maisons, etc. Il n'y a pas moyen de s'y déplacer. Mais quand même, il y a des équipes de patrouilles. Mais malheureusement, et vous êtes satisfait de cette stratégie-là, de cette équipe de patrouille? On ne peut pas être satisfait quand il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. Les failles viennent d'abord de l'urbanisation de Bukavu. Il y a pas, vous pouvez appeler, vous êtes attaqué, vous êtes à Mulengeza, quelle avenue, difficile de connaître l'avenue, vous y arrivez, c'est déjà trop tard. Souvent, c'est comme ça. On appelle, il y a même des moments où on nous appelle nous tous, nous appelons les patrouilleurs, tout ça, et ils courent vite. Quand ils arrivent à un endroit, on ne sait même pas arriver là où les opérations. Mais quelles sont les précautions que vous prenez? Parce que c'est chaque jour. Vous verrez que généralement, c'est le week-end. Quelles sont les précautions que vous prenez? Parce qu'il n'y a pas de rues, il n'y a pas d'urbanisation. Et... Les précautions, on intervient toujours. On intervient toujours pour preuve. Nous enterrons aussi des policiers qui tombent sous les balles des bandits. Il y a toujours ça. Mais les interventions se font et nous arrêtons, on neutralise, on tue des bandits, échange de tirs, les bandits meurent, les policiers meurent. Donc, le travail s'est fait, mais il y a des écueils, il y a des défis à relever. Cette affaire d'urbanisation de Bukavu. Défi à relever, le nombre de policiers. Parce que je sais qu'on a demandé à ce qu'il y ait... Le nombre de policiers est insuffisant pour la ville de Bukavu. Tout à fait. Parce qu'on a demandé qu'on puisse augmenter le nombre de policiers, notamment à terme de... Vous avez demandé à qui? Non, la hiérarchie au niveau de Kinshasa a autorisé qu'on puisse recruter. Mais il faut voir les gens qui acceptent de venir. Les gens posent des conditions, tout ça. Mais j'ai dit, alors vous posez des conditions pendant que vous savez que vous devez défendre la population, mais vous posez des conditions, Koula hakuna salaire, Koula habakulake, c'est pas moi. Je dis, bon alors, Koula et les salaires, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement provincial, c'est commun pour le Congo. Il y a un nouveau gouvernement, nous espérons qu'il y aura amélioration des conditions de travail et des policiers et des militaires. Mais on ne peut pas mettre ça comme condition de faire partie des forces de police. Donc, il y a ça comme défi. Et il y a aussi le défi de la participation de la population à cette œuvre de sécurité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un credo, ce qu'on appelle la sécurité de proximité, pour dire que la sécurité doit faire l'affaire de tout le monde. Qu'un civil qui voit un militaire la nuit ou un policier la nuit puisse en faire un partenaire, puisse se sentir en sécurité. Mais ce n'est pas le cas ici. La population, quand elle voit un policier, elle se sent de plus en plus en insécurité. Il faut fuir. Mais c'est un programme. Tout, je vous dis, va ensemble avec les conditions de vie du policier. Parce que lorsque le policier, il a laissé chez lui sans rien, il a tendance à vouloir s'approvisionner auprès de la population. Alors, vous dites que la population la police n'a pas de bonnes conditions de vie, vous le savez. De vie, oui. Et vu les défis que vous avez à relever au sein de votre ministère, maintenant, à qui la population devait s'adresser en cas de problème d'insécurité? La population s'adresse à la police. Et le travail s'est fait et je ne peux pas être satisfait de ça parce qu'il y a encore des choses à faire. C'est vrai qu'on n'arrivera jamais à 0 mort d'insécurité, c'est impossible. Même New York n'est pas arrivé à ça. Mais chaque jour on tue. Milan et Naples, ça n'a pas été possible. Mexico, n'en parlons pas. Nous n'allons pas être en mesure, mais nous devons contrôler la criminalité à des chiffres, à des taux. Par exemple, là, on peut estimer les chiffres. Vous vous êtes fixé un objectif de combien de morts par jour, par exemple? On ne peut pas se fixer d'objectif de morts. Nous voudrions que ça soit 0 mort. Mais malheureusement, il n'y a pas moyen d'avoir 0 mort. Alors, il y a toujours, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Vous demandez à la population de participer à ces problèmes de sécurité, mais... Dénoncer les malfrats, informer à temps la sécurité, okay. Et
si jamais ce n'est pas fait, que les cadres de base nous informent que tel commandant a été appelé, n'a rien fait, et on sanctionne. Comment la population est protégée par rapport à ça? Parce que c'est aussi ça le problème de la population qui a peur de dénoncer. Il y a toujours des numéros, il faut appeler les responsables. Celui qui est accusé ne saura pas qui l'a accusé. Ça c'est fait. Nous utilisons d'ailleurs ça comme méthode. La population appelle le ministre, appelle le directeur de cabinet, appelle, je ne sais pas, tel, appelle tel, et quels sont ces numéros-là mis à la disposition de la population? Parce que notre émission prend fin bientôt. Ces numéros-là. On pourra les communiquer à temps opportun. Je pense que... Donc, ces numéros ne sont pas encore disponibles. Ces numéros, vous voulez que je donne mon numéro? Oui, non, les numéros... Prenez mon numéro à moi. Les numéros que la population doit contacter en cas de problème d'insécurité. C'est quels numéros? Ces numéros ont été donnés, madame. Ce sont les numéros verts, etc. Mais si jamais ils ne passent pas par les numéros verts, s'ils veulent ils vont appeler les ministres, appeler les responsables, il n'y a pas moyen de refuser. Mais ces numéros verts existent et ça a été rendu public. Et vous le savez en tant que journaliste, madame. Merci beaucoup. Je vais rappeler aux auditeurs que nous avons reçu aujourd'hui M. Godefroy Mouivoy. Il est directeur du cabinet du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. M. Godefroy, quel est le message que vous pouvez lancer à la population par rapport au problème d'insécurité qui est récurrent dans la ville de... Ni message ya pole sana kwa yote wanayoipata. Tunajua kwamba gouvernement provincial pamoja na vyombo vyote vya raia, societe civile, sijui na watu wote, assemblée provinciale, wote wanaungana kwa kujua ya kwamba ile question ya security ni question muhimu sana, na kuweza kila mara kupana ripoti ya kwamba kuna fasi imefanyika hivi, kuna kazi, mtu fulani hatumike kazi vizuri, tele siate nasumbua watu, twende tunaaméliorer. Il faut pas seulement crier et non pas faire rapport et non pas seulement marcher. On peut marcher s'il est faux, lakini pia kupana ripoti kwa wakati. Tuko tayari kama ministère ya Intérieur kuweza kuproposer ma sanction na kuproposer ma relève ya watu ambao hawezi tumika vizuri. Asante sana. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis sur la 89.3, la radio Sven, et sur www.svenmediab.info. Continuez de nous suivre et à très bientôt pour votre prochain numéro de l'émission La Transparence. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Non,